Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver au cours de cette nouvelle année et nous en profitons pour vous présenter tous nos vœux de bonheur, de succès, de joie, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2023 qui vient de commencer. Et nous espérons que cette nouvelle vibe va vous procurer suffisamment d'énergie afin de poursuivre vos rêves, aussi fou puisse-t-il être. Et sur ce plateau de Kin People, pour cette nouvelle année, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de Chalim, qui nous fait l'immense bonheur d'être avec nous aujourd'hui. Chalim, bonjour. Bonjour Christelle. Et bienvenue sur ce plateau et en 2023. Merci, merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs et partout où vous êtes, bonne année, bonne santé, que le meilleur pour 2023. Que le meilleur pour 2023, c'est le même avis pour Fanfan Soupi qui est avec nous. Bien sûr, nous sommes très heureux de retrouver nos téléspectateurs en 2023 et nous les rassurons de notre très bonne volonté à pouvoir continuer cette aventure. Kin People sera toujours là pour eux. Et bonne fête à tout le monde. J'espère qu'on a passé une belle soirée de réveillon. J'espère que tout le monde, je vois que tout le monde est en forme. Et je suis content de vous revoir. Voilà. Content de nous revoir, lui, mais aussi les deux invités avec lesquels nous allons passer un moment sur ce plateau. Tout d'abord, un artiste que vous allez certainement reconnaître. Il fait du gospel et de plus en plus, il occupe la scène musicale de cette catégorie. Il s'agit donc de Joel B qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. 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 Et bonne année. Joby. Bonne année à vous aussi, ouais. Joby pour les intimes ou pour ceux qui suivent justement cette musique. Avec vous, on va parler carrière, mais surtout, on va parler de ce 5e album. Et je pense que beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir, mais où sont passés les 4 autres? Mais ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler puisque c'est un style qui est à la fois frais et vraiment innovateur sur le terrain du gospel. Un terrain qui, de plus en plus ici, fait des émules et qui connaît un franc succès. Et enfin, notre dernier invité, mais pas de moindre, lui s'occupe de la langue. Avec lui, il va être question de voir si le français que nous parlons aujourd'hui restera le même ou si, avec le temps, il va se pour prendre une nouvelle dimension. Il s'agit donc du chercheur Monsieur Pistis, une fois, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, merci. Je suis très content d'être là, c'est la première fois. Merci et bonne année à tout le monde. Alors, Monsieur Pistis, avec vous, il va être question de parler à la fois francophonie, c'est-à-dire cette branche commune qui réunit autant de pays à travers le monde, mais on va également le décliner pour voir le cas congolais avec le français que l'on dit de plus en plus, le français quinois. Exactement. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est planté. Bienvenue en 2023 en compagnie de Kin People. Et nous commençons avec la première rubrique de cette émission en 2023. Il s'agit, vous le savez, de l'entrepreneur du jour. Et comme je l'ai mentionné, nous allons donc tout de suite aborder la question avec le chercheur en francophonie et en politique linguistique. Il s'agit donc de M. Pistis Mfoua qui est avec nous. Alors, j'aimerais d'abord que vous commenciez à m'expliquer cette dénomination politique linguistique francophonie. Alors, lorsqu'on parle de francophonie, et bien sûr, je vais insister sur le fait qu'il s'agit de francophonie avec S. C'est les jeux de la francophonie ici, là. Non, là on parle des questionnements liés à la langue française. D'accord. Et aux différents enjeux derrière les francophonies. Alors, lorsqu'on parle de francophonie, on a francophonie avec F minuscule, qui veut dire l'espace francophone, tous les pays qui partagent la langue française. Et lorsqu'on parle de francophonie avec F majuscule, là, il s'agit de l'institution, l'Organisation internationale de la francophonie. Okay. Ça, c'est ce qu'il faudrait retenir dans un premier temps. Ensuite, lorsque je parle de francophonie au pluriel, il ne s'agit pas seulement de la langue française telle qu'appréhendée dans une forme standard, que nous utilisons par exemple à l'école. Il s'agit aussi des différentes façons que les personnes vivent le français en quelque sorte. Voilà pour les termes francophonie avec S ou francophonie plurielle. Ok. Et qu'en est-il de la politique linguistique de manière concrète? Alors pour la politique linguistique, ça va être quoi la politique linguistique?
La politique linguistique, on fait de la politique linguistique lorsqu'on élabore des textes, on fait des choix en matière de langue, on fixe des objectifs et on va élaborer un certain nombre d'actions pour les mener à bien. C'est là. Donc, lorsqu'on fait des politiques linguistiques, on est encore au niveau des textes. Aujourd'hui, si l'État congolais décidait, par exemple, de promouvoir l'enseignement du Kikongo, du Lingala, du Swahili et du Tsholuba à l'école, on va d'abord commencer par les textes. L'État va faire appel aux spécialistes comme nous qui travaillons sur les politiques linguistiques. Nous allons, en étroite collaboration avec nos collègues juristes, travailler sur les textes pour pouvoir faire des choix. Quelle langue choisir et où? Ensuite, nous allons fixer des objectifs. Quoi comme objectif? L'élève congolais habitant Kinshasa devrait apprendre quelle langue? Lingala, Kikongo, Swahili, Tsholuba, comment? Quels sont les objectifs au niveau pédagogique? Est-ce qu'on attend d'un élève qui termine l'école secondaire un niveau, par exemple, C1, un niveau avancé en Swahili, en Tsholuba? Vous voyez, ça, il s'agit des choix, des objectifs. Donc, tout ce qui concerne les textes, lorsqu'on parle de politique linguistique, on est encore dans des textes. Encore faut-il que ces textes-là soient appliqués. Donc, il y a une autre étape qu'on appelle la planification. Ensuite, une troisième étape qu'on appelle des actions à mener. Alors, je comprends, à cette étape-ci, nos téléspectateurs doivent savoir qu'il ne s'agira pas seulement de parler de la langue française, mais aussi de l'implication de nos autres langues nationales. Et je me souviens qu'il y avait déjà eu un débat là-dessus pour la promotion, justement, de nos 4 langues dans les écoles. Et de telle façon à ce que l'on puisse déjà avoir des locuteurs, je dirais, que nous puissions tous être des locuteurs naturels de ces 4 langues qui composent notre espace locutoire congolais. Alors, Chalim, il y avait déjà une question qui te brûlait les lèvres tout à l'heure, avant que nous puissions commencer l'émission. Alors, je te fais cadeau de notre invité. Il y en avait plusieurs des questions, mais je pense que je vais directement rebondir sur le point de Christelle concernant les langues nationales au niveau des écoles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou qu'est-ce que vous, les spécialistes, devriez faire pour que ces 4 langues soient instaurées sur toute la République et qu'on puisse tous parler au moins les bases, comme la plupart des gens ont les bases du français ou de l'anglais? Alors, je vais commencer par une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire déjà commencer par considérer les langues, les statuts de langue. En fait, la langue, les langues qui est appuyée par un pouvoir politique. C'est-à-dire, si on parle des dialectes aujourd'hui, c'est parce que ces formes linguistiques-là n'ont pas suffisamment d'appui politique. Il y a un linguiste célèbre qui dit la langue, c'est quoi? La langue, c'est un dialecte qui a une armée et une marine. Oh, ça, c'est super bien dit. Hein? Et qui, c'est une... Oui, allez-y. Voilà. Et il y a un livre d'un chercheur célèbre qui s'appelle Anthony Lodge, qui l'intitulé du livre, c'est « Le français, histoire d'un dialecte devenu langue ». Dans ce livre, il essaie d'expliquer comment le français, un simple dialecte, un patois, c'est-à-dire une forme du latin parlé dans le territoire de l'actuelle France, qui devient aujourd'hui langue. Donc derrière, il y a un appui politique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nos langues, qui sont des langues et non des dialectes? Des Teke, des Yanti, des Kiyaka sont des langues. Parce que d'un point de vue purement linguistique, il n'y a aucune différence entre un dialecte et une langue. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si les Américains parlaient Tsholuba ou Kiyaka, ça c'est magnifique. Vous imaginez un peu? Good morning. Donc, si je comprends bien, il y a l'appui politique le poids politique, justement. Politique qui accompagne en fait le fait qu'une langue soit en tout cas adoptée plutôt dans le monde entier. Oui, justement, il s'agit des questions de politique linguistique que vous soulevez. En fait, il faut commencer notre texte fondamental, la Constitution. Qu'est dit la Constitution sur les langues nationales? La Constitution reconnaît qu'il y a 4 langues nationales et elle rajoute que l'État en assure la promotion sans discrimination. Ce qui veut dire que dans un texte fondamental comme la Constitution, donc, on a déjà une politique linguistique bien établie qui dit que l'État se doit d'assurer la promotion. La promotion et les autres formes linguistiques du pays, les langues locales, en quelque sorte, sont protégées aussi.
parce qu'elles font partie du patrimoine culturel du pays. Alors, donc on a déjà un texte sur les langues nationales. Restons sur les langues nationales. On a déjà dans le texte fondamental donc un article qui en parle. Ensuite, comment appliquer finalement, c'est faire des politiques linguistiques. Alors, réunir des spécialistes des politiques linguistiques, réunir des didacticiens, réunir des pédagogues pour réfléchir ensemble comment élaborer des textes. Alors, de politique linguistique, au niveau des textes, on est encore au niveau des textes dans les politiques linguistiques. Donc jusque-là, c'est tout le préalable théorique qui doit être mis en place. Mais je pense que la partie la plus importante, ça sera justement l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions qui auront été prises. Donc, la politique linguistique, c'est une partie intégrante d'un ensemble qu'on va appeler une opération d'aménagement linguistique. Donc, on commence par les textes donc de politique linguistique. Et c'est primordial dans un pays tel que le nôtre, puisqu'on parle de 450 tribus, donc 450 dialectes, mais qui se retrouvent répartis dans un espace locutoire par 4 grandes langues nationales. Voilà, par 4 grandes langues nationales. Alors, il faudrait peut-être faire attention aussi parce que présenter la carte du Congo avec des aires linguistiques bien définies, c'est un danger aussi. C'est un danger aussi, il faudrait nuancer. Non seulement c'est un danger, mais je pense aussi que ça serait très réducteur. Exactement. Parce que les langues circulent et se mélangent. Bah voilà. Et justement, s'il y a des problèmes entre, disons, lubaphone, swahilophones, lingalophone et kikongophone, c'est parce que les langues se mélangent et les gens se déplacent. Si chacun restait dans son coin, il n'y aurait pas de problème. Ça veut dire que cette carte-là n'est pas figée. Exactement. On peut être à Lubumbashi et entendre les lingala. Bien sûr. Vous voyez? Donc les langues se mélangent, les personnes se déplacent. Les langues sont en contact. Donc voilà, commencez par réfléchir au niveau des textes. Ensuite vient l'étape des planifications. Il faut faire des planifications. Après, il y a des actions, un certain nombre d'actions à mener. Sauf que dans nos pays, dans la plupart des pays africains, si on reste sur les pays africains, on a des opérations d'aménagement linguistique qu'on considère comme velléitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, il y a des lois dans notre pays. Il y a un article de la Constitution qui dit que l'État assure la promotion des langues nationales. Donc, on a déjà un texte là-dessus. Mais, donc, au niveau de politique linguistique, il y a déjà quelque chose qui est fait. En tout cas, qui n'est pas fait complètement, mais en partie. On a déjà quelque chose. Sauf qu'il s'agit d'une opération d'aménagement linguistique velléitaire parce qu'on reste sur la première étape. On n'est pas passé à la deuxième étape ou la dernière étape. Voilà. Alors, moi, j'aimerais plutôt revenir sur un dernier aspect. Je pense que nous allons chuter par là, à moins que Fonfon ne veuille réagir. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le français lingalisé. C'est plutôt, moi, je dirais, ce dosage, ce mélange entre ces deux langues qui, à la longue, finit par produire quelque chose de tout à fait, comment je peux dire, de tout à fait atypique. Atypique, original. Original, voilà. Oui, cette originalité. Et je me dis aujourd'hui, dans les 30 prochaines années, dans les années à venir, est-ce qu'il faudra également prendre en compte, dans le cadre d'un aménagement linguistique, est-ce qu'il faudra également prendre en compte ce type de courant qui, d'ici quelques années, pourra devenir très, très remarquable? Oui, moi je vais expliquer les choses autrement. Il s'agit de la question de la variation. La variation, c'est-à-dire que la langue n'est pas quelque chose de figé, indépendamment des évolutions historiques, mais également des situations. C'est-à-dire, moi j'ai dit toujours, on ne peut pas exiger à un élève, par exemple de Kisenso, de parler le même français de la même façon qu'un élève de Paris. Très bien. Vous voyez, exiger cela, c'est ignorer toutes les considérations socio-linguistiques. Très bien. Voilà. Parce que mais ça c'est bien posé. Il y a l'ambition, il y a le contexte. Le contexte du milieu dans lequel l'enfant vit. Donc c'est très différent. Voilà. En considérant cela, on devrait trouver tout à fait normal qu'on puisse mobiliser d'autres formes de français. Parce que la diversité à laquelle on est confronté ici au Congo n'est pas la même que la diversité à laquelle on est confronté en français en France. Vous comprenez? Donc nous, on est en contact avec notre langue et cette diversité-là donne quelque chose d'autre. Excusez-moi, je vais vous couper. Mais après, est-ce que ça ne va pas influer sur les bases du français
que la France... On dira le français traditionnel, entre guillemets. Veut préserver dans des structures comme la francophonie, l'espace francophone et tout. Est-ce que on ne risque pas de sortir un peu de ce chemin-là? Parce qu'eux, ils veulent, à ce que je sache, garder un environnement, étendre leur langue, en tout cas partout, et en tout cas garder les basiques. Mais si nous, avec le temps, avec notre environnement, avec nos cultures, avec notre façon de voir les choses, on essaie de sortir de ces basiques-là, est-ce que ça ne va pas influer sur cette organisation? Bien sûr, raison pour laquelle ce n'est pas les discours qui va être accepté dans des grandes institutions francophones. Par exemple, par exemple, à l'Organisation internationale de la francophonie, le français est un organe de pouvoir et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on puisse tenir ces discours-là sur la variation. Okay. Dans les instituts français, je trouve difficilement d'interlocuteur parce que justement, moi, je travaille sur cette diversité-là. Et vous allez voir que dans ces institutions-là, on va aussi parler des francophonies plurielles. Mais pour ces institutions, les francophonies plurielles, donc les francophonies au pluriel, les francophonies plurielles seraient en quelque sorte le contact entre les Français et d'autres langues. Pourtant, ce que ces institutions ignorent, c'est qu'ils ne considèrent pas la diversité au sein même du français. Vous voyez? La diversité au sein même du français. Et je vais vous donner l'exemple québécois. Au Québec, ils ont standardisé. Aujourd'hui, ils ont leur forme de français, qui est leur français standard à eux. Et qui est accepté par toutes les institutions. Qui est accepté par toutes les institutions. Aujourd'hui, on parle du français québécois. Okay. Voilà. Aujourd'hui, au Québec, si vous parlez du français standard en référence à la France, ils vont vous dire non, 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 non. On a notre français. Voilà. Parce qu'ils ont leur armée et leur donc derrière, c'est le pouvoir. Voilà. Oui. Et carrément. c'est même passé dans un premier temps au niveau de la France, qui est un garant, qui se considère comme un garant de la langue française. Vous voyez? Mais avec le temps, pourquoi c'est passé assez facilement chez les Québécois? Parce qu'il y a derrière des considérations identitaires. Vous voyez, lorsqu'il y a des questions d'identité qui sont soulevées, et ben ça passe beaucoup plus facilement, raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'avant tout, il faudrait amener les Congolais à comprendre que le français est bien sa langue. Vous voyez, parce que le français fait partie de notre histoire. Le français est présent dans notre territoire. Et d'ailleurs, si nous parlons dans notre quotidien. Alors là, je sais que tu n'es pas d'accord. En fait, nous dans cette... Moi, je fais que... Toi, tu sors en français déjà. Tout le reste, là, franchement. quotidien, oui, mais là, c'est fascinant. Est-ce que lorsqu'on est Congolais, parler le français, c'est la même chose que lorsqu'on est Chinois? Vous voyez, est-ce que c'est la même chose de parler français en tant que Congolais, en tant que Chinois? Vous voyez? Est-ce que le français, c'est vraiment une langue étrangère pour vous? Professeur, dans notre milieu là, quand vous ne parlez pas bien français là, on vous dit non mais... Surtout toi, Fanfan. En tout cas, on dit bon... Moi, saluer tes efforts, hein, Fanfan. Tu parles pas bien français, c'est-à-dire, pour certaines personnes, tu n'es pas intelligent. C'est ça, justement. Pour certaines personnes... Alors, ça me rappelle même la fameuse chanson de MPR qu'on attend avec impatience sur ce plateau. Voilà. Lobela est français. Voilà. Dans notre milieu, est-ce que c'est une manière de nous arracher un peu de notre culture aussi? Alors, ça relève d'un phénomène qu'on appelle en sociolinguistique de l'insécurité linguistique. Okay. Vous voyez, c'est de l'insécurité partout, quoi. Voilà. C'est de l'insécurité linguistique. C'est de considérer qu'on n'est pas dans une situation, un locuteur légitime d'une langue. Je suis en train d'échanger avec madame et moi, je suis conscient de la distance entre la forme mobilisée par madame et la forme que moi, je mobilise. Et du coup, je me sens, j'ai un peu honte, ou j'ai un peu peur, je suis en insécurité linguistique. Alors, ça dépend aussi, hein. Je peux être en insécurité linguistique avec madame et être en sécurité linguistique avec monsieur, parce que j'estime que son français est, mon français est en tout cas meilleur que le sien. Vous voyez, ça dépend des situations.
finalement. Ok, Voilà. très bien. En tout cas, merci encore, Il y a monsieur beaucoup de Pistis. choses à apprendre, hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre, effectivement. On y passerait bien toute une émission. Bien sûr, On bien passerait sûr. des heures justement à revenir sur ce lien commun, comme j'aime l'appeler, qui est la langue française et qui nous permet donc à nous tous ici sur ce plateau de pouvoir discuter ensemble parce que sinon, hey, de là, on s'entend bien. Je parle pas si bien français, je parle Oh, ça normalement. va, fais pas ton modeste. Non, non, ça va, Alors, ça on va. va évoluer au cours de cette émission pour passer à la deuxième rubrique, mais c'est une rubrique qui va intervenir juste après cette page de publicité. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM AfriCell en tapant étoile 10 20 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'AfriCell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile AfriCell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 10 20 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 10-20 ou présentez-vous dans le shop AfriCell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Et nous revenons sur ce plateau pour tout d'abord remercier nos différents partenaires qui nous accompagnent au cours de cette deuxième saison. Nous pensons particulièrement à Bacardi, Martini 00 dont nos invités repartiront bien sûr avec une bouteille à la fin de l'émission. Nous pensons à Equity BCDC qui a rejoint le bord de nos partenaires et bien entendu Facility and Event Consulting qui fait également partie de ceux qui nous accompagnent autour de cette saison et avec lesquels nous espérons justement évoluer dans ce partenariat. Nous sommes arrivés à cette rubrique que beaucoup d'entre vous attendent. Il s'agit du dossier du jour et bien entendu, il va tourner autour des fêtes puisque c'est la période des festivités. La question est de savoir si l'on doit véritablement se tuer afin de passer des belles fêtes en famille. Quand je dis se tuer, je vois justement toutes les dépenses qui sont organisées autour des fêtes de fin d'année, comme si c'était les dernières, alors qu'il y en aura encore l'année prochaine. L'année est longue. Hein. L'année est très longue et avec un mois de janvier qui s'annonce particulièrement long. Fanfan, on sait quelque chose. Ça, c'est un témoignage d'un vécu. Ça arrive à tout le monde, hein, t'inquiète. Même l'État congolais. Et donc, la question est de savoir, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se tuer à ce point? J'aimerais avoir la réaction de nos différents invités. Je commence par Monsieur Pistis. Alors, ce sont les fêtes de fin d'année, on le sait. On a eu à partager entre shooting en pyjama photo, sortie en famille, restaurant, boissons, cadeaux pour les enfants, sapin, vêtements nouveaux pour la circonstance, perruque pour madame. Évidemment. Maquillage. Oh, ça va, Ouais. ça va, ça va. On n'est pas les seuls, quoi. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Alors, moi, je pense que poser la question si ça en vaut vraiment le coup ou pas, ça serait peut-être pas l'angle idéal sous lequel moi j'aborderais cette question-là. Moi, je pense que au fond, chacun fait un peu comme il veut, mais il faudrait aussi considérer ses moyens. C'est-à-dire que si vous avez les moyens de vous offrir tout ça et vous trouvez que faire tout cela reste pertinent, je pense que vous le pouvez aussi. Mais ce qu'il faudrait peut-être interroger, questionner, ça serait ces personnes-là qui essayent de vivre au-delà, en tout cas au-delà de leurs moyens pour pouvoir montrer, voilà, montrer, impressionner et tout. La question serait peut-être plutôt est-ce que vous avez les moyens de faire cela ou pas? Ouais. Mais quand bien même que j'aurai les moyens, est-ce que c'est vraiment le poste sur lequel
j'investirais autant. Pour dire que ce sont des investissements sans retour. Hein. Entre nous soit dit. Joby, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur cette question. Surtout que vous, apparemment, ça a été chaud, les fêtes. Non, bah, je sais pas. Ah, mais vous les avez vécues ou pas? Pour dire je ne sais pas. Moi, déjà, je suis pas fêtard, si je peux le dire ainsi. Et, C'est un défaut qui devient une qualité ces jours-ci. Après, ça dépend, moi je reviens de M. Pizzi, ça dépend d'une personne à une autre, hein, d'un point de vue à un autre point de vue, parce que, bon, à la fin, il faut juste poser la question, c'est quoi la finalité? Quand je vais faire ça, c'est pourquoi? C'est pas le but, c'est juste pour me faire plaisir, c'est pour montrer aux autres que j'ai les moyens de faire ça. Ou est-ce que ça me fait vraiment plaisir ou ça me détend? Parce qu'après, on va engager les dépenses pour juste cette fin d'année et janvier va commencer. Moi, par contre, je pense que bon, déjà c'est une tradition qu'on nous a apportée. Voilà. Ah, Fanfamboni. C'est vrai, c'est pas faux. Oh, Fanfamboni, merci. C'est une bonne tradition. Je ne dis pas que c'est une mauvaise tradition. J'ai dit c'est une tradition qu'on nous a apportée parce que voilà, on s'est habitué et puis voilà. Mais après, moi je pense que la fête sur laquelle on peut peut-être mettre un peu plus un peu plus d'attention, c'est peut-être la Noël parce que bon, je l'ai dit, avec les enfants, bon voilà, c'est des moments de famille, on peut se retrouver, peut-être partager un repas et tout. Mais voilà, mais il faut penser à abuser. Pas abuser. C'est devenu commercial. C'est devenu commercial, il y a tout un tas de concepts qui sortent autour des fêtes et puis ça fait que bon voilà, les enfants vous ne pouvez pas aller avec les enfants dans les supermarchés sinon toutes vos économies vont y rester. C'est un peu chaud, mais voilà. Après, est-ce que c'est important de le faire? Oui, c'est important, mais vraiment dans la limite des moyens. Exactement, je pense que justement parce que c'est vrai qu'il y en a qui se tuent. Il a passé 3 mois sans rien avoir, mais il a peut-être passé 3 mois à économiser jusqu'en décembre. Il faudrait qu'on sente que je suis passé par là aussi. Voilà. Et du coup, ça les gens vivent comme ça, c'est bizarre, mais les gens vivent comme ça. Alors moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Chaline. Alors moi, personnellement, je pense qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. Noël, c'est quoi? C'est on retrouve sa famille, c'est le partage, c'est l'amour et c'est ça. Parlez seulement de Noël, il y a une nouvelle an, Même moi, le nouvel an, c'est une journée normale. On remercie le grand boss parce que c'est grâce à lui, sinon. Mais voilà. La journée passe, mais après Noël, par contre, je pense que c'est très important. Je pense que ça permet à chacun de pouvoir se recentrer sur sa famille, sur l'amour, sur toutes ces personnes qu'on ne voit pas souvent, sur le partage, au moment où on fait un repas, peu importe si c'est du caviar, si c'est du poulet ou si c'est du Thompson, à la limite on s'en fout. L'essentiel c'est de partager un repas en famille, de partager l'amour, de partager la fête, mais surtout de ne pas se tuer. Donc restons responsables s'il vous plaît, c'est ça le problème des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne restent pas responsables et qui veulent en faire trop, et pour montrer, parce que si on est dans une ère où il faut montrer, nous sur l'essentiel, les vraies relations. J'ai 4 personnes tout à fait assagies quoi, autour de cette table. Moi, on ne connaît pas si. En tout cas, nous, on vous souhaite bienvenue dans le mois le plus long. Non en jour, mais financièrement aussi. Vraiment, c'est le mois le plus long. Alors, on espère. Hein? Surtout pour les mamans. On se souvient des mamans qui ont toujours le petit fond là au fond. J'espère. On appelle ça le fond de chaussettes. Comment on appelle ça encore? Je ne sais pas. Le fond de purée. Non. C'est au coin du pagne. Il y a une autre expression pour dire le fond du bas. Le fond du bas. J'espère en tout cas que quelque chose, une petite feuille, a été bien enroulé parce que sinon, comme disait Magoufouille, voilà, en tout cas, merci encore à nos différents invités qui sont là. On évolue au cours de cette émission pour passer à la rubrique suivante, juste après cette page de publicité. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique.
nouvelle année, mesdames et messieurs, nous avons décidé de rajouter une nouvelle rubrique. Celle-ci nous permettra de vous faire découvrir une figure nouvelle, une figure importante, ou plutôt un acteur dans la scène politique ou économique en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, nous nous sommes rendus auprès de Ola Motors, où nous avons rencontré le CIO, M. Olivier Louzolo Amour. Et avec lui, il sera question de parler de l'entrepreneuriat vu par la diaspora et les difficultés dans la circulation à Kinshasa. C'est une rubrique, une première qui a été faite par Fonfon Soupi sur la question. Effectivement, nous avons rencontré M. Olivier Louzolo qui a quitté la France et venir s'installer ici en RDC avec les difficultés que tout le monde connaît. Est-ce que c'est facile de quitter un pays où on sait que bon, voilà, les choses sont relativement organisées, voilà, et venir dans un pays où en tout cas on se cherche c'est encore en construction. En construction, comme tu l'as dit. Et ben, il nous a expliqué, il nous a parlé de son parcours, de son entreprise. Il est à la tête d'une société, il est concessionnaire, voilà, avec un garage moderne où il emploie une dame qu'on a rencontrée qui est garagiste. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire que je rencontre une dame qui fait de la mécanique. Voilà, en quoi c'est exceptionnel? C'est exceptionnel parce que c'est pas un travail qu'on rencontre, c'est pas courant, voilà. C'est pas courant. Mais on l'a vraiment rencontré, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire pour nous. On l'a interviewé et nous vous demandons de bien suivre cette interview. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je ne m'attendais pas à cette question, mais parce que aujourd'hui, j'entends tellement des vertes et des pas mûres que j'aimerais, de manière définitive, répondre à toutes les personnes qui se posent des questions de qui est derrière Ola Motors. Ola Motors est une... Oui, effectivement. Ola Motors est une entreprise 100% congolaise, aux capitaux 100% congolais. Au-dessus de moi, il y a Dieu. Donc voilà, au-dessus de moi, il y a Dieu. Il n'y a pas, comme je l'entends, le régime précédent qui est venu financer, un fils du président actuel qui a donné quoi que ce soit, ou je suis partenaire à mon cher frère et ami que j'aime bien, mon partenaire chauve, Ahmed Achour. Donc cette société appartient à une seule personne, qui est votre modeste frère ici. Et donc on se bat. C'est clair que les débuts n'ont pas été faciles. Mais vous savez, on dit y a rien n'est facile pour toutes les grandes activités, pour toutes les grandes choses qu'on souhaite entreprendre dans la vie. La façon de fonctionner des entreprises congolaises, la création des entreprises congolaises, la procédure, ça n'a rien à voir avec les procédures en Europe. En Europe, il y a... Justement, c'est pour ça que je voulais répondre pour savoir c'est quoi la différence entre investir en RDC, travailler en RDC et en France. Voilà. Il y a en Europe un guichet unique de paiement de taxes. Il y a un guichet unique de création d'entreprise. Ici, il y a un guichet unique de création d'entreprise, mais il n'y a pas un guichet unique de paiement de taxes. Okay. Ce qui fait que autant de taxes qu'il y a, autant d'agents de l'État viennent vers vous pour réclamer leur dû. Alors, ça représente... C'est quand même assez embêtant de voir autant de personnes venir et des fois pour la même taxe. Il y a plusieurs institutions qui viennent. Vous avez l'hôtel de ville, vous avez le ministère de la Culture pour les mêmes taxes. Et ça devient un tout petit peu dérangeant. Vous vous dites, mais on aimerait vraiment que les choses soient structurées et organisées de manière à ce que l'État, que l'État soit organisé de manière correcte. Et puis nous, on travaille. Et ailleurs, l'État vient en appui, vient vous aider à avancer dans votre activité. Ici, on a l'impression que l'État vient en policier. Donc ce n'est pas le message que l'État doit faire passer. L'État doit venir encourager. Surtout, nous, les fils du pays, nous prenons le risque de créer des emplois, de créer des sociétés, de donner du travail à nos compatriotes, mais c'est l'État qui vient nous décourager parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il veut laisser son empreinte en créant une nouvelle taxe. Et ces taxes-là s'ajoutent sur les taxes existantes ou à venir rajouter un pourcentage et ça nous asphyxie. On ne fonctionne pas, on n'arrive pas à fonctionner.
Bon, madame, je ne sais pas, je vais être sincère avec vous, je ne sais pas les raisons pour lesquelles telle ou telle autre société a fermé. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de taxes. Et en Europe, quand une société se crée, on vous laisse 2 ans pour souffler, parce qu'une société qui génère aujourd'hui des bénéfices, cela va de soi, ça va à l'intérêt de l'État. Parce que plus vous avez des moyens, eh bien, mieux vous payez vos taxes. Mais si à peine vous arrivez à vous installer et on vient vous ponctionner des taxes que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas encore revenu à la richesse, c'est très difficile de se stabiliser sur le plan financier. C'est très très compliqué. Donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui les autorités vont entendre cet appel à venir vraiment à nous aider, parce que nous laisser 1, 2, 3 ans pour souffler, ça serait vraiment bien, surtout pour encourager les sociétés locales. En Europe, lorsqu'il y a par exemple des appels d'offres, les Européens, les Français par exemple, n'ont pas honte de marquer parmi les conditions pour participer à l'appel d'offres, c'est être d'origine de ce pays-là. D'origine de ces pays-là. On ne parle pas de la nationalité, on parle de l'origine. Et donc voilà. Et là, on voit quand il y a un appel d'offres, vous entrez dans une salle, vous avez un Congolais, et puis tout le reste, c'est des Indiens, des Pakistanais, des Libanais, des Français. On se dit, mais il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien local. On ne se soutient pas. On ne se soutient pas. Et puis quelqu'un m'a dit, ah oui, parce que les Congolais, ils ne sont pas sérieux. Partout, en France, il y a des Français sérieux, il y a des Français pas sérieux. Ici, il y a des Congolais sérieux, il y a des Congolais pas sérieux. Donc, on le dit avec toute la modestie, nous faisons partie des Congolais sérieux et nous méritons qu'on nous jette quand même un regard. Parce qu'il y a quand même des comparaisons des prix. Je peux ramener ma facture, mais voilà, nous sommes sur une voie principale par où passent toutes les autorités. Mais je peux vous dire, il y a peut-être 20% des autorités qui s'arrêtent chez nous, mais qui passent vers les sociétés étrangères ou d'origine étrangère. Ça, c'est quand même assez choquant de voir les autorités qui sont quand même censées être... Ce sont des autorités qui sont intelligentes, des personnes intelligentes, des intellectuels. On ne peut pas à ce point participer à la fuite des capitaux. Ça permet de lire la plaquette derrière ma carte de visite pour ne pas oublier, parce que bon, on peut... alors, déjà, d'une manière générale, Ola Motors, c'est un concessionnaire automobile. Un concessionnaire automobile est différent d'un magasin de vente de véhicules. Donc ça, il faut le savoir. C'est différent parce que vous pouvez vendre un véhicule sans en avoir les prérogatives de services après-vente. D'accord ? Un concessionnaire, c'est une société qui a un magasin de vente de véhicules, qui en assure le service après-vente par un garage, etc. Et tous les véhicules vendus sont garantis du constructeur. Donc il y a une part de la garantie constructeur et puis une partie qui couvre la garantie concessionnaire. Et donc voilà, donc nous sommes un concessionnaire automobile. Tous les véhicules achetés chez nous, neufs ou occasion, sont garantis. Jusqu'à 100 000 km. Pour les Toyota, c'est une garantie internationale qui couvre 3 ans. Les autres marques, 2 ans, 1 an. Et tous les véhicules d'occasion, jusqu'à 100 000 km. Alors, c'était absolument intéressant que de voir un métier pratiqué par une femme. Magnifique. Pour dire que rien ne nous est impossible, n'est-ce pas, Chalim? Donc, les gens ont compris que, bon, voilà, déjà, les difficultés de transport à Kinshasa, tout le monde sait. Il a fait un coup de gueule. Tout le monde roule comme il veut. Il n'y a pas de politique pour permettre à ce que les gens se sentent en sécurité, à l'aise et que ça soit sur le route de Kinshasa. Et du coup, c'est un vrai coup de gueule qu'il a fait pour les autorités, pour que quand même les gens mettent un peu de sérieux là-dessus. Sinon, dans les 10-15 prochaines années,
on ne sait pas comment ça se passera à Kinshasa. Là, tu parles desquels, je pensais. D'ailleurs, j'en profite vraiment loin pour comme ça. parler, quand tu parles de sécurité routière, j'ai une amie qui s'appelle Sandra Molanti qui a lancé la campagne Lekisa Moninga, c'est-à-dire ça ne pose pas de problème, sans Lexi ou tout. Je vous invite à adopter ce geste. Lekisa Moninga. D'accord, on va l'inviter, il faut qu'elle vienne en parler. Vraiment, pour parler de ce cas justement dans les routes à Kinshasa où justement c'est un véritable enfer, un casse-tête que de prendre sa voiture et de rouler à certaines parties de la ville, à certaines heures de la journée. Et on espère vraiment que ce cri qui vient du cœur sera entendu à qui de droit. Et nous passons tout de suite, mesdames et messieurs, à l'une de nos autres rubriques que vous savez, il s'agit des pépites du net. Alors, les pépites du net, pour cette fois, ça va être absolument croustillant, puisqu'il s'agit, vous le savez, depuis quelques jours, la CENI a donc commencé les opérations. Ah, je vois que tout le monde est en train de sourire. Joël, t'as déjà été... J'ai eu ta carte ou non? Alors, les pépites du net, il s'agit justement de ces photos qui doivent figurer sur les cartes d'électeurs. Alors, la surprise a été que ces photos ont la particularité de ressortir le côté sombre ou le dark side de la plupart de ceux qui sont passés devant le photographe de la CENI. Alors, tout de suite sur le net, on a vu apparaître des cris, des écrits où on dit justement... On a vu même la sorcière des Chaka Zulu. Voilà. On dit, peu importe le filtre, TikTok, Snapchat ou autre, on va retrouver vos vrais visages. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous sur cette table a déjà été récupérer sa carte. Moi, pas encore. Moi, pas encore. Personne n'est pressé. Non, mais après, moi, je me dis... mais le gars, je sais plus si ça a été prendre sa carte. Lui, il dit rien. Votre carte, J'ai pas le bon passeport. Pardon? J'ai pas le bon passeport. C'est-à-dire? J'ai pas la nationalité. Oh, sorry! Vous êtes exonéré. Il est exonéré. Bienvenue en RDC. Alors, et du coup, non, moi je disais, moi je me disais, je vais attendre. Je vais attendre peut-être. Qu'on change les machines? Non, non, ça sera la même ça machine. s'améliore un peu. Parce que il faut que ça s'améliore parce qu'on ne va pas avoir une. Qui a eu sa carte d'électeur, j'ai un ami qui a eu sa carte, un collègue d'ailleurs qui a eu sa carte d'électeur, et la photo n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas la meilleure qualité. Mais la photo n'est pas si mauvaise. Franchement, ces photos-là, je pense que c'est l'exagération. Je pense que ce qui est en train de passer à l'écran là. Non, mais on est fort en exagération. Non, mais on voit les images. Regardez-moi ces images par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais malheureusement, les personnes qui ont choisi les machines, je pense qu'on est quand même en 2023, il y a certainement, oui, en 2023, mine de rien, il y a certainement eu des fonds qui ont été alloués pour pouvoir avoir les meilleures machines. On ne peut pas prendre ce type de... Et puis moi je me pose une question. Où sont passées les machines de 2000, 2006, 2005, on a évolué, maintenant il y a le QR code. Ok, mais ça, mais quand même, si en 2006 on prenait des belles photos, mais en 2023 quand même on doit aller, on doit avoir des filtres. On doit avoir des filtres. La personne qui a choisi les machines n'a pas le souci de la qualité, en tout cas du livrable de qualité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une question financière derrière? Mais non, l'État a de l'argent. C'est la CENI. L'État congolais donne l'argent. L'argent, et à chaque fois, c'est un cycle électoral. En fait, c'est un peu comme la fin d'année. Je suis parfois étonnée de voir que tout le monde est sursaute pour se dire c'est la fin d'année. By the way, c'est un peu la même chose. On sait tous qu'il y aura à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il y aura des élections. Donc, c'est comme un peu avec tous ces ministères, on le voit en fin d'année, qui retiennent les agents jusqu'à minuit, 1h du matin pour les vivre, alors que l'on sait que chaque année, il y a un mois de décembre. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que personne n'a pas... Les médias, je sais pas, peut-être que vous avez vu, c'est un média. Les chaînes de télé qu'on regarde souvent, personne ne dit ce qui se passe. On voit ça sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a un problème, majeur. Et c'est important quand même, parce qu'il faut le dire, on connaît tous notre police, nos policiers, comment ils se comportent. Et puis, oui, on connaît tous comment nos policiers se comportent. C'est la seule carte aujourd'hui. Bon, c'est vrai que moi j'ai mon passeport, ça ne me dérange pas trop.
Mais c'est Non, ton passeport d'ici 5 ans, là, il tombe caduc. Non, mais c'est pas un problème, de toute façon, c'est un Non, c'est-à-dire que d'ici 5 ans, il va tomber caduc. Alors que la carte de lecteur, ça reste quand même un non, mais la carte aussi tombe caduc après, parce qu'on j'apprends qu'on va nous apporter. Bientôt, on va aller prendre des cartes d'identité. Non, je reste dans cette logique, mais pour préciser que ta carte d'électeur jusqu'à ce qu'on organise des élections, c'est-à-dire que celle que tu avais prise en 2011, elle est restée tout de même active jusqu'en 2018. Non, en fait, là où je veux en arriver tout simplement, Fonfon, c'est pour dire que c'est quand même la carte qui tient lieu d'identité le plus longtemps et qui pose moins de contraintes que ton passeport, par exemple. Justement, voilà pourquoi j'aimerais bien pour dire que notre police, on connaît comment ça se passe. Ça voudrait dire que la CENI devait être conséquente, comme l'a dit Joby, à vouloir un peu éviter toute cette tracasserie qui va arriver, parce que vous allez vous passer dans un endroit pour retirer de l'argent, pour revenir. T'es maman. Voilà. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton visage. On rigole, mais après, c'est quelque chose qui aura des répercussions. De dommages collatéraux. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, moi, dans ces débats-là, c'est que les partisans, c'est-à-dire ceux qui défendent la CENI, voilà, ces genres de choses, disent, bah oui, regardez, ils mettent des photos d'autres pays qui font des cartes d'électeurs sans image. Pour prendre la France, pour dire qu'en France, on a une carte électorale sans image. On a bien dit la carte électorale, mais voilà. La nôtre tient lieu. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'ils oublient, c'est que nous, on n'a pas une carte nationale d'identité à côté. Voilà. Donc, excusez-moi, mais je rappelle, j'insiste, voilà, je reviens pour insister qu'actuellement, quand vous allez dans les centres pour avoir votre carte, il y a les agents des l'ONIP qui sont là, qui prélèvent vos données au même moment et bientôt. C'est que j'aurais appris que bientôt. Toi, ton bientôt là, c'est dans combien de temps? Mais je t'informe. Ton bientôt là. Je t'ai dit, on est déjà en 2023, c'est ton bientôt, c'est quand? Je t'ai dit, ça se passe dans les centres d'enrôlement. Donc il faut bientôt l'ONIP va délivrer des cartes et ces cartes-là vont nous servir comme carte d'identité. Oh, on espère. Et il faut justifier une identité. Voilà, il faut justifier. Voilà pourquoi ils prennent déjà. Il faut une preuve déjà pour faire cette carte. Il faut une preuve, il faut une autre carte, une carte professionnelle. Est-ce que tout le monde ramène une preuve pour pouvoir dire que c'est bien lui? Pour avoir une carte d'électeur, tu n'as pas ta carte d'électeur, tu viens avec un témoin. Il y a un passeport, il y a un permis de conduire, il y a un acte. Et je précise que les permis de conduire n'ont plus été produits dans ce pays depuis un sacré bout de temps. Donc il y a autant de problèmes comme ça. Donc, comme il dit aussi, qualité et excellence des sacs qu'on vend de la carte à tous les niveaux. J'ai envie de savoir. Voilà, c'était là donc les pépites du net, donc avec l'actualité du moment, mais surtout, je tiens à préciser que ceci n'est pas pour vous décourager d'aller vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, allez voter, allez vous faire enrôler. C'est un devoir. C'est un devoir civique. Voilà, c'est un devoir civique, mais en tout cas, ceci n'est pas pour vous décourager. Et on va même si on m'a dit qu'il est moi, j'attends la carte de Fonfon. Ah, de toute façon, j'attends cette carte-là. J'attends la carte de Fonfon. Moi-même, je me fais capturer. Tu es vilain, tu sors vilain. On a dit la beauté, ça ne va pas à la pharmacie, il n'y a pas magie. Ou tu es comme ça, ou tu ne l'es pas. On va donc prendre la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit donc de notre invité du jour, Joby, qui est avec nous, et c'est tout de suite après ceci. Alors, certains connaissent Joël Bombay, d'autres se sont limités à faire connaissance avec Joby. Nous, on reçoit les deux sur ce plateau. Alors, Joby, comment ça va? Ça va. Pas très bavard. Non, pas très bavard. Je connais, ça fait des années que je le connais. Il dit jamais rien, il est très calme, mais j'adore ta musique.
C'est vraiment dans un style gospel qui est innovateur. On sent que c'est un gospel qui est travaillé sur le moment et donc qui est en parfaite adéquation avec son temps, son époque. Mais surtout, moi, j'aimerais plutôt que vous commenciez par revenir sur votre parcours. Parce que déjà, on entend parler d'un 5e album. Où sont passés les 4 autres? Comment ils s'intitulent? Où est-ce qu'on peut les trouver? Mais surtout, comment est-ce que tout ceci a commencé? Bon, tout ceci a commencé depuis tout jeune, déjà, parce que moi je suis né d'une famille de musiciens et de serviteurs de Dieu. Mes parents ils servaient déjà, ils chantaient, puis mes frères aînés, mes sœurs et tout le monde, et puis après, voilà. Donc je suis un peu... Il y en a des connus tombé dedans. Non, celui qui a le plus travaillé, carrière vraiment professionnelle, c'est moi. Ah, d'accord. Parce que tous les autres, ils se sont convertis dans plusieurs choses. Et voilà, donc c'est moi qui avais cette passion-là de... Voilà. C'est vous le Obélix de la famille, tombé dans la marmite pendant qu'on était petit. Voilà, c'est ça le truc. Et ouais, j'ai grandi avec ça, j'ai été entouré des personnes qui m'ont encadré, justement, pour apprendre tout ce que je fais. À la base, moi je suis un producteur de son. Chanter, c'est vrai que oui, j'ai la voix, j'ai tout ce qu'il faut, mais ce que j'aime faire, c'est être derrière les machines, là, pour arranger, ouais, tout ça. Ça, c'est ce que j'aime faire, et c'est même ça qui a fait que je sois aussi découvert. Ici à Kin, quand je suis arrivé à Kin en 2010, moi je viens du Katanga. Oh, ok. De Lubumbashi. De Lubumbashi. Très bien. Et c'est depuis 2010 que je suis ici et que voilà, c'est à partir de là que tout ce que je faisais comme travail, les gens ont pu découvrir ce que je faisais, ça m'a porté sur la scène internationale, je peux dire ainsi. Et puis voilà quoi, donc j'ai fait des albums, j'en ai fait plusieurs, mais j'en ai sorti que 5. Bon, j'en ai sorti que 4. Et le 5e il arrive un peu. Et ce qui est vrai, c'est que je suis pas très bavard. Oui, je suis pas très bavard, donc je passe pas beaucoup à la télé parce que je suis timide. Les présentateurs et tout ça, ça m'intimide un peu trop. On mord pas. Et bon, c'est ce qui fait que mon travail n'est pas super médiatisé. Et aussi, il y a un problème, c'est que je suis mon propre producteur. Donc je fais tout seul. Ce qui fait que je suis quand même limité à un certain niveau. Voilà. Ce qui fait que voilà, il faudrait beaucoup plus de moyens pour que ça puisse s'étendre, que ça puisse aller ailleurs et tout ça. Mais pourquoi ne pas adhérer à des plateformes? Pourquoi ne pas accepter de se faire aider? Est-ce que j'ai pas essayé mon ambition? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Mais voilà, quoi, je sais pas. À un moment, je me pose la question, est-ce que les producteurs ont peur de moi? Ou je sais pas ce qui se passe. Jusque-là, je n'ai jamais trouvé de réponse. Pourquoi? Parce que je sais comment ça se passe. Le business, je le connais. C'est quand même longtemps. Je suis dans le showbiz. Et je sais que les producteurs ou des gens qui veulent venir, il faudrait qu'ils gagnent. Eux, il faut que ce soit eux les gagnants. Et alors, ils sont gagnants parce qu'ils mettent de l'argent. Tout. Ils mettent tout. En fait. Ils produisent le studio, ils te payent les vidéos, ils te payent tout ça. Or, moi, je fais déjà tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Voilà. Ce qu'ils vont apporter de plus, par exemple, à ce niveau, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne, avec qui on va être partenaire. Et la plupart n'aiment pas ça. D'accord. Donc, je crois que c'est peut-être ça la limite que j'ai jusque-là. Donc, je dis, bon, voilà. Je rappelle que tu as quand même travaillé avec beaucoup de... Pour ceux qui ne connaissent pas Joby, allez sur YouTube, tapez, vous allez voir quand même... Vous allez rencontrer des merveilles. Des merveilles. En tout cas, c'est du gospel, ça passe par du rap, du slam, du rock, du jazz et tout dans du gospel. Donc c'est, comme il dit, il est derrière le son et c'est vraiment des sons incroyables. Et beaucoup d'artistes ont collaboré avec toi. Tu peux nous en citer? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Il y en a plein. Et pour ma génération, maintenant, il y a El Georges, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai produit un album qui a connu un grand succès d'ailleurs. Il y a le groupe Ancré. Ancré, oui. Dont mon enfant fait partie, donc ça c'est... ça c'est la famille, ça. Et puis il y a la sœur d'Ena, avec qui j'ai aussi collaboré sur 2 chansons. D'accord. Et la chanson avec Dena, c'est... Et ah oui. Et ah oui. Il y a Contre de moi que les gens découvrent. Parce que en fait, le truc, c'est que c'est vrai que ma musique, je ne la fais pas, elle n'est pas temporelle. Je n'aime pas faire une musique selon la tendance. Je préfère quelque chose qui perdure, qui va rester même quand je ne serai pas là. Donc, alors,
C'est peut-être pour ça que bon, la jeunesse, elle n'est pas vraiment à fond sur ce qu'on fait, mais c'est en train de prendre et c'est ce qui est bien, c'est ce qui est gratifiant, c'est de voir que bon, les vrais, quand ils tombent sur ça, ils s'accrochent. Voilà. Ok. Alors oui, Monsieur Pistis. Donc vous faites du gospel sans forcément vous identifier à une croyance bien... Si, je suis très identifié. Donc vous faites de la musique, en quelque sorte, une musique chrétienne. Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Oui, je fais de la musique chrétienne. Et ça ne soulève pas un certain nombre de questionnements par rapport à votre style et tout. Parce qu'on a toujours ces représentations. Je vois les cheveux. Tu pensais que c'était des gens... Le style. Ah d'accord. Ça, franchement, c'est la lutte. J'arrive pas à y croire comment je suis passée à côté. Peut-être parce que j'entends cette musique déjà. Ou parce que je connais. Effectivement. Oui, c'est vrai, c'est une lutte depuis toujours. Bon, ce débat-là, il est trop long. Ce débat-là, il est trop long. Parce que c'est pas... Moi, ce que j'ai adopté, c'est un style. Je me dis, en sociologie, on a vu ça. Une force sociale, c'est quelqu'un qui est capable de traîner un groupe de personnes. Une personne par laquelle certaines personnes peuvent s'identifier, plusieurs peuvent s'identifier. Et aujourd'hui, c'est remplacé par les influenceurs. Voilà, en ce sens-là. Donc, vous, Monsieur Pistis, vous êtes bien. S'il y a des gens qui vous connaissent, qui aiment bien ce que vous faites, ils peuvent vous suivre, ils vous suivront, c'est clair. Pourquoi? Parce que vous serez leur modèle. Mais on n'est pas pareil. Il y en a qui veulent être comme moi. Et qui veulent faire les choses comme moi. Parce que ce n'est pas parce que je suis chrétien ou parce qu'on nous a endoctrinés avec certains enseignements, voilà, pour dire qu'un chrétien, il a une seule image, qui reste comme ça et que je vais être mal à l'aise. Parce que par exemple ma tête n'a pas une belle forme et que ma coiffure la rend un tout petit peu belle. Je me sens mal à l'aise dans les textes et que je me sens bien comme ça. Il faudrait que je sois forcément comme ça pour que les gens m'acceptent. Non. Tel que les gens vous acceptent vous, c'est comme ça que les gens vont m'accepter. Très bien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, après, il y a aussi les genres des styles de musique que fait Joby. Moi, je pense que c'est une musique qui est vraiment jeune, avec des tendances vraiment jeunes. J'ai parlé du rap, du slam. Oui, voilà, ça va du style de la personne. De la personne. Et vraiment, quand même les clips, quand vous les regardez, c'est des clips tournés vraiment de manière très moderne, vraiment avec... pas différente de Lil Wayne ou bien de... Fallait pas autant à Bakom. On est dans gospel. Le plus important... Ça va, ça va. Le plus important, c'est le fond. C'est exactement. En tout cas, je vous invite à taper sur YouTube Joby, Joël Bombay, vous allez vous régaler. En tout cas, c'est une garantie. Voilà, merci encore à Joby d'être avec nous, en tout cas. Et d'ici février, donc pour 2023, c'est quoi le calendrier? On va terminer par là. C'est vrai qu'il y a plusieurs sorties, je vais beaucoup me déplacer, mais il y a un album qui va venir. Je ne serai pas seul sur cet album-là parce que je vais faire ça avec... On peut avoir le nom ou pas? Toutes les personnes, non. La majeure partie des artistes, c'est des jeunes gens que j'encadre, qui sont très talentueux, que vous allez découvrir. Ok. On espère que tu vas nous les amener ici. Bien sûr. Ce sont des voisins ici avec nous. Donc ils seront là. Mais je vous promets que ça va être quelque chose de bien. Toutes les personnes vont se retrouver dedans, toutes les tendances. Vieillard, enfant, jeune, tout le monde va se retrouver. Combien de titres Les titres, j'ai pas encore fini d'énumérer, parce qu'on travaille encore, des chansons très bien, des arrangements viennent, mais je pense qu'on va peut-être se limiter à peut-être bien à 10. Mais avec plusieurs collaborations et plusieurs styles. So we'll be waiting for a masterpiece. Yes. Merci en tout cas, Joby, d'avoir été des nôtres pour cette émission. Ta contribution va apporter une touche absolument exceptionnelle à cette émission. Merci encore au docteur, j'aime le dire comme ça, au docteur Pistis Foy, qui est avec nous. Bonsoir. Merci. Chercheur. Attention, professeur, c'est aussi un titre.
Mais vous êtes quoi concrètement? Je suis chercheur. Vous êtes chercheur. Voilà, je préfère enseignant-chercheur. Je préfère l'appeler docteur. Ça, je pense que ça sera le plus beau. Merci. Et donc, merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Chaline, c'est toujours un plaisir d'avoir ton sourire rayonnant sur ce plateau. Ça casse le rayonnement de la réverbération de la lumière sur Fanfan. La lumière qui rebondit sur une partie très spécifique de son visage. Et donc, mais on t'aime comme ça, hein, Fanfan, on t'adore comme ça. Merci à tous nos téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour 2023. Une fois encore, nous vous souhaitons que le meilleur pour vous, pour vos familles. Et surtout, merci de continuer à rester fidèles à Kin People. On se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye.